Mais est-ce qu'au niveau de votre localité, à Tsang notamment, est-ce que vous êtes arrivé à retourner certains irréductibles de l'opposition du discours anti-Biya pour les ramener à la maison, à l'idéologie Biya, si vous voulez? Bien sûr, j'ai réussi. D'ailleurs, mon plus grand exemple, ce serait d'abord, avant d'aller à Tchang, Célestin Djamène, n'est-ce pas, un opposant irréductible comme moi, que j'ai ramené, pas retourné, j'ai ramené à la raison. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Ils sont nombreux de l'opposition radicale, comme Djamène. Je ne cite pas les autres parce qu'ils n'ont pas eu le courage de sauter, de faire le saut. Mais qui étaient avec moi, qui ont dit oui, vraiment tu as raison, on vient avec toi. Si je cite les noms, vous serez étonnés. Bon, ils restent dans l'opposition parce qu'ils ont honte. Ils ont peur qu'on va les insulter. Je leur ai dit, il ne faut pas avoir honte de faire le saut. Je leur ai parlé, ils ne veulent pas. Mais ils sont moins virulents que par le passé. Même s'ils restent dans l'opposition, ce sont mes gars. Je sais que ce sont mes gars. Mais je sais qu'ils ne viennent pas tout simplement parce que vous serez étonnés si vous citez les noms des gens. Hein? Vous serez terriblement... Alors, allons à Tchang. À Tchang. Mon parti a tellement grandi dans la Menoie. Vous savez, dans la Menoie, il y a beaucoup d'étudiants et beaucoup d'enseignants. Une part d'enseignants dans des opposants qui enseignent l'opposition dans les classes. Oui, qui détournent carrément les enfants. Moi, je parle à ces enfants-là, je dis, c'est à vous de faire le choix. Il y a des enseignants qui viennent ici, on connaît quelques-uns, qui sont dans l'opposition radicale et qui ne s'en cachent pas, et qui détournent les enfants, et qui mentent aux enfants, et qui utilisent, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment ils font pour être des enseignants. Mais ils les mentent en quoi disant? Non, en leur disant qu'il y a de la bruit social, que le pays se porte mal, qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas de route. C'est ça que vous appelez mentir les enfants? Monsieur le directeur, Monsieur le ministre, vous venez de répéter le discours là. Je sais que vous voulez me faire parler. Vous venez de dire qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Je ne vous pose pas la question, comme j'ai posé à un de vos collègues, que est-ce que nous sommes en train de nous éclairer dans ce studio au rayon solaire ou bien à l'énergie solaire? C'est bien l'électricité qui nous éclaire ici. Enfin bon, bref. Le président Paul Biya a répondu à ça. Combien de kilomètres de route avions-nous avant? Comme dirait Côté, il y avait quoi avant? Combien en reste-t-il aujourd'hui? La demande du changement, je la comprends. Et je comprends qu'on utilise ces termes-là, trop facile. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Voilà les trois. Et je peux vous démontrer qu'il y a plus de routes avec Paul Biya qu'avant. Je peux démontrer que sur le problème de l'électricité, c'est un problème pratiquement résolu. Parce que les nombreux barrages là, hydroélectriques qui ont été faits promettent une électricité de bonne qualité et de manière durable, de telle manière que nous puissions exporter l'électricité au Tchad ou dans des pays voisins. Ça, c'est un fait. Ce sont des faits. Le changement dont les gens demandent là, ils veulent le voir tout de suite. Mais il est là. Sauf que c'est une plante qui pousse. Le président Paul Biya a semé la plante du changement. L'arbre fruitier du changement. L'arbre fruitier qui va pousser et nous allons recueillir les fruits du changement en termes d'électricité, en termes de fluidité dans la circulation, en termes d'eau, en termes de tout ce qu'ils disent qu'on manque là. Ils le disent, mais en réalité, ils devraient plutôt applaudir les efforts que le président Paul Biya a fait pour nous amener à ce stade-là. Personne ne peut nier que nous avons fait des avancées par rapport à 1990. Moi, je suis de l'époque de 90. C'est-à-dire, nous avions 30 ans. Comme eux, aujourd'hui, ils ont 30 ans. Nous avions 30 ans. Et nous parlions de changement. L'Union pour le changement. Nous avions 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 60. 65, pour être plus précis. C'est-à-dire que ce sont mes enfants qui réclament ce changement. Je les comprends, parce que nous sommes passés par là. C'est nous qui avons fait les villes mortes, les cartons rouges Paul Biya, tout ceci. Mais vous voyez, est-ce qu'entre 1990 et 2025, beaucoup de choses
a été Il y a toujours des mécontentements. Oui. Il y a de la grogne sociale. Monsieur Il y a des démissions dans le gouvernement. Est-ce que, malgré ce que certains opposants et beaucoup de citoyens appellent l'impopularité du régime, il ne vous vient pas à l'idée de poser votre démission et de prendre vos distances avec ce gouvernement? Pourquoi je le ferais? Pourquoi ferais-je une sottise pareille? Mais parce qu'il est possible que le miracle sorte des urnes au soir du 12. Je serais, si le miracle dont vous parlez, c'est-à-dire qu'il est possible que le président perde le 12. C'est ça. Je suis ici avec les militants du PADEC. Nous sommes ici au Cameroun à cette élection, pendant cette campagne, pour empêcher que l'opposition gagne. Nous sommes auprès de notre champion pour qu'il gagne. Mais ce que vous êtes en train de dire, que si par extraordinaire, il venait à perdre, qu'est-ce que je ferais, n'est-ce pas? Absolument. Je deviendrais le leader de l'opposition. Je serais dans l'opposition de cette nouvelle majorité-là. Parce qu'elle n'aura rien compris. Parce que j'aurais avec moi la Bible, le testament du président Paul Biya, qui s'appelle pour le libéralisme communautaire, et qui a établi de manière crédible comment notre pays peut être développé. Et qui a fait des programmations SND 30, atteinte de l'émergence à l'horizon 2035. Si par hasard, les Camerounais n'ont pas la gratitude de voter Paul Biya le 12 octobre, moi je serai dans leur opposition, dans cette opposition radicale. Parce que vous a dit, conduit, et il fait un plan que tout le monde voit. Comment son plan, quand Mao a fait tout ça, la Chine suit une programmation. Quel que soit le président qui arrive, il ne vient pas tout casser. Il vient dans la continuité. Et c'est comme ça que la Chine s'est développée. Le Cameroun s'est inscrit. Le plan, le testament de Paul Biya, c'est dans le libéralisme communautaire. C'est un plan que le pays africain gagnerait à copier. Et le président, oui, a dit, je conduis ce pays à l'horizon 2035. Et il a fait, on a vu, c'est-à-dire les grandes ambitions qui ont après les grandes réalisations qui nous ont permis d'être aujourd'hui, d'attraper les grandes opportunités. Je parle de toutes les grandes réalisations. Le port non profond de Kribi, les grands barrages dont je citais, le deuxième pont sur le Vouri. Enfin, bref, le réseau routier a augmenté. Et comme je vous ai dit, ce sont des arbres fruitiers qui poussent lentement. Et quand ça donne les fruits, les gens consomment les fruits et oublient que l'arbre a été une graine, que ça a été d'abord une semence. Il vous a dit qu'il conduit le pays à l'horizon 2035. Ce mandat est un mandat de conclusion de l'action du chef de l'État. Parce que ce mandat s'achève en 2033. 2033, c'est l'horizon 2035. C'est l'horizon. C'est-à-dire que quand on arrive en 2033, là, on voit déjà 2035. Parce qu'il conduit ce pays à l'horizon 2035, à l'émergence. L'émergence, là, les fondations sont déjà là. Les fondations d'un pays industrialisé sont déjà là. Vous voulez faire de l'industrie, il vous faut l'électricité. Les fondations de l'électricité sont là. Vous voulez exploiter votre minerai, l'or, le pétrole, il a déjà formé les jeunes gens dans les écoles de mines. Il y a une université secrète. Il y a les universités de pétrole qui sont là. Avant, ce sont les entreprises étrangères qui exploitaient notre pétrole ou qui pouvaient exploiter notre minerai. Paul Biya avait refusé de confier le soin de notre sous-sol aux entreprises étrangères parce qu'ils allaient nous léser. Il les a gardés. Même s'il les a enlevés du contrôle des entreprises étrangères, mais qui ne continuent pas de bénéficier aux citoyens camerounais. Oh que si, oh que si. Que Monsieur, ce soit le pétrole ou le sous-sol. Mais ça produit. Mais qui est en train d'exploiter notre fer, monsieur le directeur? N'est-ce pas une entreprise camerounaise, Bougué Bokom Dieudonné? C'est pas lui. Monsieur le ministre, est-ce qu'avant, monsieur le directeur... les conditions de vie des populations riveraines? Où ça? Mais dans l'Est ou bien... Je vous parle de Kribi, je vous parlais du fer de Kribi. Oui, ça c'est Bougna, oui, on est d'accord. Bougna, il est là. Est-ce que vous avez vu ça avant? Est-ce que vous avez vu un Camerounais dans ce domaine réservé avant? Non. Maintenant, les Camerounais sont là. Parce qu'on a créé également, le président Paul Biya a créé également la Sonamine
pour gérer ça. Pour que, avant, si on posait l'or et le diamant, qui d'entre nous pouvait faire la différence? Est-ce que quelqu'un, si vous trouvez ça en route, vous allez ramasser une pièce de 100 francs ou un billet de 1000 francs en laissant l'or et le diamant parce que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Vous croyez que c'est les cailloux. Donc c'est avec cette école-là. Et il va plus loin. Je veux dire, il a fait un maillage. Dans le domaine de la pêche, par exemple, il a créé l'Institut de pêche de Limbé pour former les gens à faire la pêche du gros, la pêche industrielle. Parce que nos eaux sont riches et que ce sont les autres qui exploitaient. Je vous donne ces exemples. Le lycée agricole, n'est-ce pas, là-bas à l'est et également dans l'Oncam, là-bas dans Ayabassi, ce sont des choses qui participent de la construction d'un pays, de la fondation d'un pays émergent, de la fondation d'un pays industrialisé. Nous avons tout cela. D'accord, ça c'est dans le cas où vous continuez. Et les gens veulent venir profiter, n'est-ce pas, cueillir les fruits là où ils n'ont pas semé. Hein? Pardon, dites-leur d'aller semer aussi avant de venir récolter. Paul Biya a semé tout cela, laissons-lui récolter les fruits de ce qu'il a semé. Oui, ça c'est pour ce mandat. Oui, ça c'est voilà. le cas où vous continuerez à accompagner Paul Biya et on vous le souhaite d'ailleurs. On vous le souhaite vivement, mais dans l'hypothèse où Paul Biya, après l'élection, puisque l'on dit qu'il y aura un gouvernement, on l'espère, renouvellerait son équipe mentale par parti. Quelle serait votre position? Vous mettrez en face de Biya ou vous resterez à l'accompagner? Vous nous amènerez madame qui est derrière vous au village en vous disant bon, on a fait chemin avec lui, c'est bon, on l'accompagne même si on n'est pas au gouvernement? Le président Paul Biya que j'ai appris à connaître n'est pas un ingrat. Mais en même temps, c'est lui qui décide de celui qui peut lui être utile. Il peut voir qu'il y a plus utile que moi dans l'intérêt supérieur de la nation. Il ne va pas se focaliser sur mon petit intérêt personnel. Il va voir qu'est-ce qui lui est utile pour sa politique, pour amener le Cameroun plus haut. Et s'il y a quelqu'un de plus expérimenté que moi, il le choisit. Il n'hésiterait pas à choisir la personne. Il ne fait pas dans le sentiment lorsqu'il s'agit des affaires de la nation. Néanmoins, sortant de la société civile, j'ai fait mes écoles de la gouvernance auprès quand même d'une personne expérimentée, le ministre d'État, Laurent Esso, qui m'a quand même donné les rouages de la gouvernance. C'est-à-dire que j'ai une formation maintenant qui me permette de voler de mes propres ailes. Je ne suis pas certain que le président Paul Biya va passer son temps à prendre des gens pour les former et les abandonner. Quand on est formé, c'est pour pouvoir être déployé sur le terrain. C'est logique, c'est dans le management. Mais s'il le faisait, s'il avait fini de vous former et oui, qu'il me mettait de côté, oui. Bon, comme je l'ai dit, ce sera sa volonté. Ce sera parce qu'il voit qu'il y a quelqu'un de mieux que moi qui peut faire le travail. Mais cela ne veut pas dire que je vais me mettre contre lui. Moi, je me suis avancé trop loin pour reculer. Je suis avec lui à fond. Je ne peux plus partir. Ce serait ridicule d'aller encore contre lui. Vraiment, je me suis trop avancé pour reculer. Oui, alors, monsieur le ministre, parlons de l'opposition. Nous allons revenir vers la fin de cette émission sur votre soutien à Paul Biya, à la campagne électorale et les stratégies que vous mettez sur pied pour faire gagner votre champion au soir du 12. Maintenant, l'opposition a un discours presque univoque. Lorsque nous les interrogeons, ils disent tous le pays se porte mal. Et si le RDPC gagnait l'élection du 12 octobre, on conclurait simplement à des tripatouillages grossiers. Vous, qu'est-ce que vous en dites? D'abord, c'est de leur droit de dire ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'un opposant dise? Un opposant doit dénigrer tout ce que fait le système. Il doit dire que c'est faux. Et l'habitude au Cameroun, c'est de se réfugier derrière la fraude, d'accuser l'autre de fraude. Même quand c'est eux-mêmes parfois, je ne crois pas que quelqu'un fraude. J'ai l'expérience de 2018 où un militant acharné d'un parti d'opposition, pour le MRC pour ne pas le nommer,
était venu lui-même comme scrutateur de son parti dans un bureau de vote. Vous connaissez peut-être la personne, vous connaissez cette vidéo qui a longtemps circulé. Et dans ce bureau de vote, son parti avait perdu. Et il était là, il grattait sa tête, il recomptait, il retraçait. Il ne comprenait pas comment lui, présent, et son parti a perdu. Il n'y avait pas la fraude. C'est comme ça. Moi-même, je suis un acteur de terrain. Vous parlez à un acteur de terrain, de Douala 5e, j'étais là moi-même, scrutateur dans un de mes bureaux à l'époque, pour voir comment la fraude va passer, parce que nous tenions le langage de la fraude. Et ils vont frauder, et ils vont faire. J'étais là. Et j'ai perdu dans ce bureau-là. Donc, vraiment, tous ces gens qui vous racontent de la fraude, c'est un cache-sexe pour cacher leur incapacité à gagner le président Paul Biya. Le président Paul Biya gagne parce qu'il a un capital électoral trop élevé. Parce que l'opposition camerounaise est incapable. Jeune Afrique a dit que c'était la plus bête d'Afrique. Non, je ne partage pas le point de vue de Jeune Afrique. Il a un peu exagéré et dit que c'est une opposition la plus bête. Non, c'est que c'est une opposition rationnelle, mais qui manque de base électorale. C'est une question de capital, comme le fonds de commerce. Quelqu'un qui a un fonds de commerce de 5 millions ne peut pas rivaliser avec celui qui a 100 millions de francs CFA. C'est une question de fonds de commerce. Le président Paul Biya ne sont pas 360 communes. Comment vous voulez qu'il n'ait pas et ne gagne pas? Il a combien de ministres qui vont aller avec lui? Combien de députés sur les 180 et les députés suppléants avec leur famille? Combien d'ambassadeurs avec leur famille? Je veux dire, combien de maires avec leur famille? Combien de maires adjoints? Combien de conseillers municipaux? Vous comprenez? Le capital électoral, c'est l'ensemble de ces élus-là et de leur famille et de leurs sympathisants. Et l'avantage du président Paul Biya ici, c'est qu'il a fabriqué de milliardaires au kilomètre carré dans son pays, avec l'ouverture commerciale, avec la Turquie, la Chine, la Russie, les autres pays du BRICS, le Brésil, l'Afrique du Sud. L'Inde et tout. L'Inde également. C'est ça. Donc vous voyez que le président Paul Biya a ouvert le pays à la richesse. Beaucoup sont devenus des milliardaires. Ces milliardaires-là ont des familles. Ces milliardaires-là sont avec Paul Biya. Et les familles de ces milliardaires sont avec Paul Biya. Parce qu'ils savent que c'est Paul Biya qui a enrichi leur. Donc c'est l'ensemble-là qui fait le capital. Et comme l'opposition n'a pas le même capital, elle va crier au bourrage des urnes, à la fraude. Monsieur le directeur, oui, monsieur le regardez tous autant qu'ils sont là. Même s'ils faisaient l'union de l'opposition, ils ne feraient pas le poids. Mais cette opposition que vous dites incapable aujourd'hui, elle est quand même, avouons-le, fragilisée par l'administration. Là, par exemple, on a les financements de l'État au parti d'opposition qualifié pour l'élection présidentielle, 15 millions de francs CFA, contre de faramineuses sommes d'argent, parfois non traçables, que peut utiliser le RDPC. Oh, je ne suis pas certain que vous soyez dans le vrai. Je suis même plutôt certain que vous êtes dans le faux. Le partage de la cagnotte est égal, le montant est égal pour tout le monde. Les 15 millions là, le RDPC a reçu 15 millions. Qui sont traçables. Oui, ça c'est traçable. Monsieur, oui. Est-ce que vous avez vu, monsieur le directeur, des gens du RDPC s'aligner pour faire la cagnotte de campagne, se mettre ensemble pour cotiser de l'argent? Chacun dit, je donne 30 millions, je donne 20 millions. Après, ils annoncent les montants. L'Est a contribué tant, l'Ouest a contribué tant, le littoral a contribué. Donc c'est moi qui entends ça. Mais lorsqu'un directeur général cotise 30 millions de francs CFA, lorsqu'un ministre cotise 50 millions de francs CFA, oh, ils ne sont pas allés jusqu'à 50, c'était 20 millions. Bon, vous êtes ministre, oui. et vous connaissez les salaires des ministres. Oui. Bon, d'où prennent-ils autant d'argent pour cotiser autant pour leur parti? Ouais, je ne sais pas trop. Il faut peut-être aller leur demander. Moi, je suis un ministre qui est arrivé il y a 6 ans. Donc, j'ai mes économies aussi qui me permettent de faire déployer mes troupes du PADEC un peu sur l'ensemble du territoire. Vous allez dire que j'ai aussi détourné l'argent. Je ne gère rien. Où est-ce que j'ai trouvé l'argent alors pour emmener mes camarades un peu partout? Comment ça se passe? On demande.
J'ai demandé de l'argent. Vous avez vu le meeting que j'ai fait l'autre jour à Tchan, chez moi, Absolument. au village, Absolument. 21 septembre. Un meeting, personne n'a encore fait ça. J'ai distribué les dons. J'ai même partagé l'argent. Vous croyez que c'est mon salaire? Dans les images Et vous croyez diffusées par Vision 4. Merci d'avoir d'ailleurs couvert mon meeting. Je demande de l'argent, monsieur. Je suis le mendiant. Mendiant en chef pour les pauvres, pour les déshérités. Je demande pour leur donner. Et mes amis, là, mes camarades dont vous parlez, ils demandent de l'argent. J'ai demandé de l'argent. J'ai demandé des biens. J'ai demandé des choses. Les gens m'ont offert. Vous pensez que j'ai trouvé l'argent pour acheter 500 sacs de riz? Les gens m'ont aidé. Vous pensez que j'ai trouvé l'argent pour acheter le savon, les engrais pour les agriculteurs? Mais on n'a pas oublié. Ça, les gens m'ont aidé. C'est une digression que vous êtes avocat international quand même. Oui, mais vous voulez dire que comme je suis avocat international, je suis plus riche. C'est une casquette que l'on oublie. Ça peut vous rapporter de machin. Je sais. Mais avant, oui. Si on ne se fie qu'à certaines postures, à certains discours du président Paul Biya, que certains ministres, certains, heureusement pas tous, se permettent quand même des libertés avec la fortune publique. Et ils sont en prison. Le président les pourchasse. C'est pour ça qu'ils sont en prison. Est-ce que c'est la faute du président? Est-ce que c'est la faute du mari si sa femme est cocu? C'est un malheur. Le cocu dans l'affaire, c'est le président, c'est le peuple. Je veux dire, l'adultère, la corruption, c'est comme l'adultère. Il y a deux personnes qui font ça en cachette du mari, en cachette du peuple. Et maintenant, vous voulez accuser le président? Vous voulez accuser la victime? C'est lui la victime. Et c'est lui qui se plaint. C'est lui le mari cocu qui se plaint et qui arrête les coupables pour mettre en prison. Les couples adultéraires pour mettre en prison. Donc il ne faut pas... Ça dit, depuis que je suis avec le pouvoir et que j'ai quitté cette opposition radicale, je découvre qu'il y a beaucoup de choses que le président fait et on renvoie ça contre lui. On le lui jette à la face comme si c'était lui le coupable. Regardez, quand les gens se plaignent des embouteillages dans la ville, c'est Paul Biya, où sont les routes, où sont les routes? Ils ne comprennent pas qu'ils ont accouché longtemps et que Paul Biya leur a donné la possibilité de devenir riche et d'acheter les voitures. Avant, dans les années 90, on avait la voiture comme ça. Mais on planifie. Dans les années 90, monsieur le directeur. Mais on planifie, monsieur le ministre. Monsieur le directeur. Il n'y a pas de planification. Je vous raconte une fois. Oui, racontez. En 1990, dans les années 90, comme ça, j'avais acheté une Mercedes. Les gens sont venus voir, des gens sont venus de Yaoundé pour aller à Douala voir ma belle Mercedes. On dit que Momo, tu es riche. Parce que c'était le signe extérieur de richesse. À cette époque-là, quand quelqu'un achetait une voiture, il écrivait derrière que Dieu merci. Oh, Dieu est grand. Je suis aussi quelqu'un dans la vie. Aujourd'hui, Paul Biya a ouvert les parcs automobiles partout là. Si vous voulez une voiture, vous n'allez même pas à Douala. Vous descendez ici à Yaoundé, dans un parc. Vous sortez votre argent, vous achetez la voiture de votre choix. À l'époque, ce n'était pas ça. Et maintenant, comme tout le monde a l'argent, grâce à Paul Biya, il vous a rendu riche, vous achetez les voitures, et ça fait plein la route. Ndimé-Vouna, avant d'agrandir les routes ici, il a fallu qu'il attache les gens. Il disait qu'il marchait avec son cercueil. Parce qu'il voulait agrandir les routes pour pouvoir accueillir les nombreuses voitures que vous avez achetées. Et vous ne vouliez pas qu'il agrandisse les routes. Le peuple ne voulait pas. Donc il faut expliquer ça, monsieur le directeur, aux gens que le développement, c'est aussi ça. On va faire peut-être qu'en Europe, que les voitures immatriculées impaires, vous circulez le matin jusqu'à 12 heures. Ouais. Les voitures immatriculées paires, vous circulez après. Les gens vont encore se fâcher. Mais c'est parce qu'on les a enrichis et ils ont des voitures. Nous sommes à la fin de notre émission, monsieur le ministre. Alors, mais dites-nous, dans l'opposition, Belobaba Maïgari a des partis alliés locaux Célestin Bédigui. Oui. Vous avez Akeremouna sans son parti, Univers qu'il a investi. Oui. Vous avez Issa Chiroma Bakari qui est avec l'UPC, l'Union pour le changement.
Est-ce que vous pensez que cette opposition, en se mettant ensemble, peut faire le poids? Je ne crois pas. D'abord, rectifions au sujet de l'UPC. L'UPC que je connais, qui est légal, c'est Bapoli Pot qui est secrétaire général. Alors là, ça c'est l'Union pour le changement. Oui. C'est un groupe, c'est une coalition de l'opposition. Ah, l'UPC. Ah, d'accord, ok, parce que je disais que mais comment est-ce que l'UPC va supporter, alors que je sais que l'UPC de Bapoli Pot supporte le président Paul Biya. Absolument. Donc je me devais quand même... Bon, l'Union pour le changement, là, c'est une coquille vide. C'est une coquille recyclée. C'est la coquille de 1990 qui est recyclée. D'ailleurs, j'ai écrit dans mon livre « De l'union pour le changement à l'unité par le rassemblement ». C'est ça que je critique. Je suis en train de leur dire que, mais monsieur, vous en êtes encore là à recycler ça en 2025, vous tournez en rond. Ça veut dire que quoi? Que on dit ici à Yaoundé que quand vous rencontrez le même arbre dans la forêt 3 fois, 2 fois, c'est que vous êtes perdu. Ils sont égarés. Et ils recyclent de l'Union pour le changement de 1990. Et j'ai même vu quelques acteurs de cette époque-là, les jeux comme Tchameni s'ajouter, tout ça, j'ai dit, oh, c'est foutu cette affaire. Peut-être plus égaré encore avec le refus de Maurice Kamto de donner une consigne de vote, sachant que Maurice Kamto, c'est quand même une parole qui pèse sur le champ politique camerounais. Dans le chantier politique, chacun joue sa carte. Maurice Kamto donnant un mot d'ordre pour tel ou tel candidat, son électorat était divisé. Son électorat était divisé entre Bello et Issa Chiroma et encore un troisième groupe. Il y avait un troisième groupe. Son électorat était divisé au moins trois groupes. S'il donnait le mot d'ordre pour l'un, il perdait les deux autres. Et or, il doit préparer les législatives et les municipales. Je pense qu'il a bien agi en politique, en ne donnant pas le mot d'ordre. Là, il se projette vers les législatives, les municipales, en restant groupé, en gardant. Il a dit, choisissez qui vous voulez. Mais aux législatives et municipales, restons groupés. D'accord. C'est ça qu'il cherche, c'est tout. Alors, monsieur le ministre... Et c'est normal. Donnez-nous en une minute, avant votre dernier mot, au peuple camerounais, votre programme de déploiement sur le terrain, accompagné du RDPC. Oui, c'est très grand, c'est très large. Nous avons d'abord fait un discours d'ensemble, c'est-à-dire une allocution générale, en 3 points. Nous avons, en premier point dans l'introduction, critiqué cette opposition qui parle de « il faut qu'on change, il faut qu'on fasse ceci » sans donner l'argent pour faire, sans prévoir où on va trouver l'argent. Ensuite, nous avons stigmatisé sur la notion du changement, qui est comme l'arbre fruitier qui pousse sans qu'on voit. Mais quand on récolte les fruits, on oublie que ça a d'abord poussé. Ensuite, dans la troisième posture, nous avons présenté David contre Goliath. David Paul Biya contre le Goliath international, qui a lutté dans les années 90 contre la privatisation, le franc CFA, la dévaluation du franc CFA, la crise économique, l'entrée au FMI, etc. Le David qui a lutté seul pour arrimer le Cameroun à l'émergence aujourd'hui, c'est-à-dire dans les grandes ambitions, grandes opportunités, etc. Donc, nous avons structuré notre discours pour distribuer à tous nos membres dans les 10 régions. Et nos membres, là, chaque coordinateur de toutes les régions va déployer ce discours-là, va le formuler à sa manière, mais nous l'avons écrit. Il peut prendre, selon qu'il a 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, il peut prendre la première partie, il peut prendre la deuxième partie, tous les 3 parties sont structurées. Donc nous avons organisé l'élection du président de la République parce que c'est notre élection. Nous avons fait comme si c'est nous le candidat. C'est nous. J'ai dit aux gens du PADEC que c'est nous. Si le président de la République tombe, nous tombons. Donc c'est nous le candidat. D'accord. À travers le président Paul Biya. Et maintenant au-delà des militants du PADEC, vous regardez la caméra et vous parlez au peuple camerounais. En 1 minute ou 45 secondes. Le peuple camerounais, il serait ingrat de ne pas voter Paul Biya en 2025, le 12 octobre. Nous lui devons cette victoire. Nous lui devons un vote. Nous devons lui permettre de clôturer son action dans son septennat de conclusion.
il doit conclure. Il doit nous arrimer à l'émergence 2035 pour ce septennat qui conduit à cette émergence-là. Ne soyons pas ingrats. Il ne faut pas permettre aux autres de venir récolter là où ils n'ont pas semé. Le président a semé. Il a semé le développement de notre pays. Il a semé l'émergence de notre pays. Il a semé les éléments, la fondation, il a planté la fondation d'un pays émergent à l'horizon 2035. Donnons-lui le moyen de continuer. Donnons-lui notre vote pour qu'il continue, pour qu'il parachève son vote. Naturellement, nous le savons que c'est un mandat de conclusion.